Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de codes de la route pour le mois de novembre, à travailler pour les vacances, pour ceux qui sont en vacances. Voilà, j'espère que vous avez bien révisé donc les petites questions que je vous avais mis à l'avance pour pouvoir travailler et faire un minimum de fautes. Alors c'est parti pour la question numéro 1. Pour aller à Reims, je dois prendre la voie la plus à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Celle-ci nous emmène en direction de Troyes ou de Châlons-en-Champagne, d'accord? D'ailleurs, ça sera l'autoroute avec un péage, c'est signalé, c'est écrit ici, avec un petit rectangle. Ensuite, la voie du milieu nous emmènera à Charleroi, Charleville aussi, à Châlons et à Reims. La voie de droite nous emmène à Cormontreuil, d'accord? Donc pour aller à Reims, il faut que je vienne dans cette voie-là, ici, là. Voilà, il faut que je change de voie. Alors je vais regarder dans mes rétroviseurs et tout du long, on voyait des voitures qui étaient vraiment très proches de nous. Et puis si on observe bien, là, ici, dans ce coin-là, là, eh bien, il y a une voiture qui est sur ma gauche, qui est en grande partie dans mon angle mort. Donc je ne peux pas changer de voie, d'accord? Donc là, je dois prendre la voie la plus à gauche. Non, réponse B, parce que c'est la voie du milieu. Est-ce que je peux changer de voie? Non plus, parce qu'il y a une voiture sur la gauche. Donc réponse D. Donc c'est B et D. Question 2. Je suis au volant en conduite accompagnée. Donc là, AC. Mon accompagnateur peut subir un test d'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh ben, il faut savoir que lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, mon accompagnateur, lui aussi, peut subir un test d'alcoolémie. En fait, il est soumis aux mêmes règles concernant la possession de ses moyens que s'il se trouvait au volant, en fait. Donc, la responsabilité de l'accompagneur s'applique en cas de non-respect du code de la route. Donc, par exemple, si le jeune conducteur ne respecte pas ses limitations de vitesse, eh ben, c'est la faute de l'accompagnateur aussi parce qu'il doit surveiller ça. Il est responsable aussi en cas d'accident responsable. C'est l'assurance de l'accompagnateur d'ailleurs qui prendra en charge les dommages. Et c'est lui aussi qui se verra appliquer un malus. Et puis il est responsable aussi en cas de contrôle routier. Et l'accompagnateur doit toujours avoir sur lui les différents papiers qui pourraient lui être demandés au moment du contrôle routier. Donc le permis de conduire, l'attestation d'assurance, la carte grise, d'accord? Et il ne doit pas non plus avoir ni bu, ni être sous l'emprise de stupéfiants, par exemple. Donc là, c'était réponse A. Question 3. Comme la voiture noire, je peux dépasser la voiture grise par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est un des cas où on a le droit de faire un dépassement par la droite. C'est quand vous êtes, vous voyez, sur une voie, il peut y avoir un marquage au sol aussi, ici des pointillés. Mais là, c'est une voie qui est assez large pour pouvoir passer à deux voitures. Mais si vous avez la voiture là qui veut tourner à gauche, d'accord, dans ce cas-là, vous avez le droit de passer plus vite qu'elle par la droite.
parce qu'elle veut tourner à gauche. Ça, c'est un des cas. Donc là, c'était réponse A. Je peux dépasser la voiture grise par la droite. Question 4. Les piétons représentent environ 15% des tués sur la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, les piétons tous les ans représentent entre 15 et 16% des tués sur la route. Ça fait quand même beaucoup, hein, d'accord? Donc là, c'était réponse A. Pour avertir de mon approche, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est sur une route qui est quand même très étroite, d'accord? On est hors agglomération, il n'y a pas de maison, d'ailleurs on passe au niveau d'une forêt domaniale. Donc comme on est hors agglomération, eh bien je pourrais avertir avec mon klaxon. Mais là, c'est pas utile. Pourquoi? Parce que, vous avez vu ici, on est en sens unique. Donc il y aura personne qui arrivera en face. D'accord? Donc c'est pas utile de klaxonner. Faire des appels de phare, c'est pas utile non plus. Pourquoi? Parce que il y aura personne qui arrivera en face parce qu'on est en sens unique. Et en plus de ça, de jour, c'est pas visible. D'accord? Par contre, je vais quand même ralentir pour s'il y a des piétons de l'autre côté ou un obstacle. Hein, mais je ne klaxonne pas et je ne fais pas d'appel de phare puisque je suis en sens unique. Donc là, c'était réponse B et D. Question 6. Avant de quitter un véhicule, il faut systématiquement serrer le frein à main. Réponse A. Fermer les vitres. Réponse B. Verrouiller les portes. Réponse C. Engager une vitesse. Réponse D. Alors avant de quitter un véhicule, en effet, il vaut mieux serrer le frein à main, hein, d'accord, pour éviter que la voiture ne bouge pendant que vous êtes stationné. Ensuite, il faut fermer les vitres, pour s'il pleut déjà, hein, si vous stationnez plusieurs jours, mais pour éviter tout risque de vol aussi. Et puis, il faut verrouiller les portes pour la même raison, hein, c'est pour éviter les risques de vol. Concernant mettre une vitesse, hein, engager une vitesse, ça on vous le conseille que si vous êtes dans une descente, hein, pour éviter que la voiture ne descende, ou que si vous êtes en côte, pour éviter que la voiture ne recule. D'accord? Donc dans ce cas-là, on vous conseille, parce que le frein à main aura quand même des difficultés à bien maintenir votre voiture, donc là on vous conseille d'engager une vitesse, ce qui fait que ça bloque les roues grâce au moteur. Donc là, c'était réponse A, B et C. Question 7. Comme le système de surveillance d'angle mort n'indique rien, j'ouvre la portière sans précaution supplémentaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Maintenant, vous avez sur les rétroviseurs de nouvelle génération, hein, et puis peut-être dans les voitures un peu plus haut de gamme, pas sur toutes les voitures, vous avez des détecteurs d'angle mort. Et donc, quand vous regardez, soit vous avez un petit symbole, un petit voyant qui s'allume au niveau de votre rétroviseur quand il y a un véhicule qui est à côté, soit ça va être au niveau de votre portière, ça va, du montant quasiment, il va y avoir un petit symbole qui va s'allumer, d'accord? Dans ce cas-là, ça vous permet de voir s'il y a un véhicule qui est sur votre angle mort. Mais attention, c'est pas à 100% fiable, d'accord? Alors pourquoi c'est important quand même de ne pas se fier que à ça? Allez, je vous sors un exemple. Par exemple, vous êtes sur une route,
d'accord? Vous êtes stationné à droite, comme il faudrait si vous êtes en agglomération, c'est un petit rappel, vous n'avez le droit de stationner que dans votre sens de circulation, d'accord? S'il y a un sens qui est comme ça, bah, vous n'avez pas le droit, vous, de stationner de ce côté-là, c'est toujours dans votre sens de circulation. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes donc stationné, comme je vous l'ai dit, ici, hein? Ensuite, bah, vous avez la voie dans l'autre sens. Et puis, bah, vous voulez quitter votre stationnement. Donc, vous regardez dans votre rétroviseur qui va détecter dans cette zone-là, à peu près, voir s'il y a un autre véhicule sur le côté. Le problème, c'est qu'il y a un petit malin qui s'est garé en contresens de circulation, par exemple, hein, et puis qui décide de s'engager. Au moment où vous allez aussi vous déporter pour vous engager. Et qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est l'accident. Et lui, le détecteur, eh ben, il ne peut pas le voir. D'accord? Ou ça peut être la même chose, hein, quelqu'un qui sort de chez lui qui veut s'engager, ou une rue, hein, qui est là, et puis bah, au moment où vous voulez déboîter, vous vous déboîtez aussi, et puis bah, c'est l'accident. Parce que l'angle mort ne peut pas détecter ça. Donc ça, c'est à vous d'avoir une vision directe sur l'ensemble. Ça vous permet quand même d'avoir, quand vous vous retournez, une vision beaucoup plus importante de ce qui se passe autour de vous. D'accord? Là, j'insiste un petit peu parce que ça vous semble peut-être logique au moment de répondre à la question du code de la route, mais j'insiste aussi par rapport à la voiture. C'est pour vous donner des conseils quand vous serez en voiture plus tard. Vous avez souvent tendance à oublier de regarder, vous complétez souvent quand vous faites l'angle mort, ici, vous tournez la tête et vous ne regardez que ici. Non, il va falloir regarder votre environnement beaucoup plus loin, beaucoup plus large. D'accord? C'est une petite aparté pour vous en voiture. Alors là, bah, c'était réponse B. Question 8. Le frein de parquage est toujours placé entre les deux sièges avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le frein de parquage, c'est ça. On l'appelle aussi le frein de stationnement ou le frein de parking, d'accord? Ou le frein à main. Mais justement, à tort, maintenant, les nouvelles voitures, c'est plus toujours à main, d'accord? Des fois, vous avez un petit bouton à appuyer qui peut se trouver à droite ou à gauche de votre volant pour enclencher le frein à main. Des fois, ça peut être aussi un frein à pied. D'accord? Il faut appuyer sur une pédale qui est à gauche la plupart du temps, sur le côté, et pour pouvoir enclencher votre frein à main. Attention, c'est pas toujours au centre maintenant. Donc là, c'était réponse B. Question 9. Les effets de l'alcool se font sentir. D0,2 g par litre. Réponse A. D0,5 g par litre. Réponse B. D0,8 g par litre. Réponse C. Alors il faut savoir que dès le premier verre, surtout pour les personnes de petit gabarit et pour les femmes, parce qu'elles ont un foie qui est moins important, dès le premier verre, il y a déjà un niveau d'attention, de concentration aussi, hein, une résistance à la fatigue même aussi, qui est moins bonne, d'accord? Le champ visuel aussi commence à se réduire aussi. Et ça, un verre, ça correspond à peu près à 0,2, d'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 10. La localisation la plus importante est Pisvieille, réponse A, Trouy, réponse B. Je vais emprunter une route nationale, réponse C, une route départementale, réponse D. Alors pour ceux qui ont vu le petit mot que je vous ai passé sur YouTube, en vous montrant une petite photo, en vous disant que je vous avais mis cette photo-là, vous avez vu, c'est écrit Trouy
Pisvieille. D'ailleurs, heureusement que c'est pas la plus grosse commune qui s'appelle Pisvieille, parce que sinon ça ferait Pisvieille-Trouy dans l'autre sens, hein. D'accord, Trouy, ça s'écrit pas pareil, mais phonétiquement, ça fait presque pareil. Pisvieille-Trouy, c'est assez original, je vous assure, ça existe, je n'ai rien trafiqué. Donc la localisation la plus importante, c'est Trouy, d'accord? C'est toujours le panneau qui est au-dessus. Après, on met les plus petites localités en dessous, d'accord? Il y a aussi une confirmation parce que là, c'est mis en majuscule, le reste, c'est mis en minuscule. Donc, la localité la plus importante, c'est donc Trouy. Ensuite, est-ce que je vais emprunter une route nationale ou une route départementale? Là, vous avez la cartouche ici qui est jaune. D'accord, quand la cartouche est jaune, c'est une route départementale. C'est à savoir par cœur, ça. Donc là, c'était réponse B et D. Question 11. Je dépasse le bus par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous, on peut voir que ici, il y a une voie réservée qui n'est pas large, donc ça doit être une voie réservée pour les cyclistes. Ensuite, il y a une voie de circulation normale. Et ici, on a de nouveau des pointillés resserrés. En plus, vous avez de la chance, c'est écrit bus. Mais ça veut dire que c'est une voie réservée. D'accord? Les pointillés sont resserrés et puis larges. C'est pas des pointillés normaux. Donc, c'est une voie réservée. Donc, lui doit rester dans cette voie-là. Si le bus veut quitter cette voie réservée, dans ce cas-là, il faudra qu'il mette un clignotant. Et il devra nous laisser passer, d'accord? Il ne sera pas prioritaire parce qu'il quitte sa voie réservée, d'accord? Sauf si nous, on avait eu un panneau céder le passage ou quelque chose comme ça, mais là, il n'y a aucune signalisation particulière, donc il n'est pas prioritaire, d'accord? Donc, ce qui fait qu'il doit rester sur cette voie-là. Et là, c'est un des rares cas où on a le droit de dépasser par la droite. On en a vu un tout à l'heure, hein, vous vous rappelez, c'est quand un véhicule veut tourner à gauche. Dans ce cas-là, on peut le contourner par la droite ou le dépasser par la droite en restant sur cette voie-là. Et c'est aussi un autre cas, c'est quand on circule dans une voie réservée. Là, on a le droit, c'est chacun sa voie, donc on a le droit de circuler à droite plus rapidement que lui et donc de le dépasser. Donc là, c'était réponse A. Question 12. Une assurance responsabilité civile est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que la responsabilité civile? C'est l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. À autrui, ça veut dire aux autres, d'accord? Donc, ça répare pas les dommages qu'on a eus nous, ça répare les dommages aux autres, d'accord? Donc, ça répare en fait tous les dommages qui ont été causés par notre voiture, hein. Donc, ça peut être des dégâts matériels, ça peut être des blessures, ou alors ce qui s'ensuit après les blessures, hein, maladie ou décès même, hein. Donc ça peut coûter très très cher, des sommes très importantes en cas de blessure et des soins qui sont à vie, par exemple du matériel à assurer à vie, ça peut vous coûter très très cher. Pareil pour le décès, ça peut coûter très cher parce que souvent vous avez donc une somme à verser, ça peut être une somme à verser par exemple à la femme du décédé et aux enfants. Donc ça peut être énorme. Donc c'est pour ça que c'est obligatoire d'ailleurs d'avoir une assurance responsabilité civile. Par contre, attention, il y a des exceptions. Certains dommages ne sont pas couverts par cette responsabilité civile, d'accord? Il s'agit principalement des dommages que vous causez ou que vous causez à vos proches, d'accord? Il y a aussi des dommages que vous causez
intentionnellement, j'ai réussi à le dire. Ça veut dire que vous avez volontairement provoqué un accident. Dans ce cas-là, l'assurance ne prendra pas en charge. Et ne prendra pas non plus en charge les dommages qui sont liés à votre activité professionnelle. D'accord? Dans ce cas-là, c'est une assurance spéciale. Donc si vous vous retrouvez dans une de ces situations, eh bien, vous devrez personnellement réparer le préjudice. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 13. Après avoir dépassé ce poids lourd, il est préférable de se rabattre dans la voie de droite, réponse A, de dépasser le deuxième poids lourd, réponse B. Alors, ici, nous sommes sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. Il y avait même une cartouche rouge tout à l'heure qui nous disait qu'on était sur l'autoroute et on avait même rencontré des panneaux bleus. Si on revient en arrière, vous voyez bien ici, il y a le panneau d'autoroute, d'accord, avec une ligne de dissuasion de sortie pour nous dire qu'on n'a pas le droit de sortir. Vous avez une cartouche autoroute ici. Vous avez vu, il y avait très peu d'espace entre les deux poids lourds, d'accord? Donc là, si je me rabats, il n'y aura pas l'espace nécessaire. C'est-à-dire que là, entre les deux poids lourds, il faut une distance de sécurité minimum obligatoire entre moi et celui de devant, mais aussi une distance de sécurité obligatoire entre moi et le poids lourd qui est avant, qui est juste à côté là. Mes distances de sécurité ne seront pas suffisantes. Donc comme on est en sens unique, ça ne pose aucun souci de rester plus longtemps sur la voie de gauche pour terminer le dépassement du deuxième poids lourd. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Question 14. En ville, rouler à 50 km/h et en quatrième vitesse est économique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors je vous confirme, rouler à 50 km/h et mettre la quatrième au lieu de la troisième, c'est plus économique, d'accord? Bon, évidemment, vous ne pouvez pas le faire partout, il faut qu'il y ait un minimum de visibilité vers l'avant, avec une route assez large, et pas trop de trafic ou de piétons sur les côtés, pour pouvoir anticiper, d'accord? Ça, vous verrez, votre moniteur vous apprendra à le faire en fin de formation. Pourquoi? Parce qu'en début de formation, c'est pas facile de tout anticiper, ça sera plus en fin de formation. Mais vous pouvez rouler en quatrième en ville. Donc là, c'était réponse A. Question 15. Je peux circuler à 90 km/h si ma voiture est équipée de chaînes à neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour rappel, les chaînes à neige, ça permet d'améliorer l'adhérence sur une route qui est enneigée, d'accord? Alors, les chaînes, c'est des équipements qui sont obligatoires sur des sections de route délimitées par ce panneau-là, d'accord? Donc ça veut dire chaîne à neige obligatoire. Ou des fois, ils peuvent rajouter pneus neige admis. Mais s'il n'y a rien, c'est chaînes à neige obligatoire. Alors, où est-ce qu'on les met, les chaînes à neige? On les met sur au moins, c'est le minimum, les 2 roues motrices. D'accord? Donc ça, en règle générale, c'est à l'avant, parce que la plupart des voitures, les roues motrices sont à l'avant, mais des fois ça peut être à l'arrière pour une propulsion, ça peut être à l'arrière. Il est conseillé d'avoir une vitesse maximale de 50 km/h.
d'accord? Elles sont pas du tout prévues pour rouler à 90 km/h. Donc un conseil maxi 50 km/h avec un équipement de chaîne à neige. Donc réponse B. Question 16. L'habitacle d'une voiture garée en plein soleil peut dépasser une température de 60 degrés si elle n'est pas équipée de vitres teintées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si elle est équipée de vitres teintées. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il faut savoir que par exemple, si on atteint presque les 35-40 degrés, en 10 minutes à l'intérieur de la voiture, on peut atteindre les 60 degrés. C'est énorme, d'accord? Alors surtout, ne laissez pas un enfant à l'intérieur d'une voiture qui ne serait pas capable d'ouvrir les vitres, ni un animal, surtout pas, hein. Là, il risquerait l'enfant d'être complètement déshydraté, de perdre connaissance et de décéder carrément, hein. Je pense que vous entendez ça de temps en temps aux informations. Donc oui, on peut dépasser les 60 degrés même en plein soleil, d'accord? Même si que ce soit vitre teintée ou pas teintée, c'est dans les mêmes conditions quasiment. Donc là, c'était réponse A et C. Question 17. Le sommeil au volant menace particulièrement si la conduite est monotone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si mes passagers discutent avec moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors sur autoroute, pour vous donner un exemple, hein, ça représente quand même 20% des accidents mortels, hein, la somnolence. Donc ça peut vite arriver. Surtout si la conduite est monotone. C'est pour ça que je vous parle de l'autoroute, par exemple. Par contre, si mes passagers discutent avec moi, ça va quand même me maintenir un peu plus en éveil. Donc là, c'était réponse A et D. Question 18. Ce bus est sur le point de redémarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette photo-là? On voit qu'il y a un arrêt de bus, d'accord? Il y a un petit espace qui a été réservé pour l'arrêt de bus. Et puis, donc le bus a les feux de détresse. Ça veut dire qu'il est arrêté là pour un petit moment, d'accord? Donc il n'est pas prêt de redémarrer. Donc là, c'était réponse B. Ensuite, est-ce que je ralentis? Alors oui, je ralentis toujours quand je m'approche d'un bus. Pourquoi? Parce que il pourrait très bien décider au dernier moment, au moment où j'arrive dessus, d'enlever ses feux de détresse et de mettre son clignotant à gauche. Dans ce cas-là, il devient prioritaire et je dois le laisser passer. Mais il peut aussi y avoir, là devant, qui sort juste devant le bus, un piéton, d'accord? Et là, si je ralentis pas, je n'aurai pas le temps de m'arrêter pour éviter ce piéton. Un petit rappel. Admettons que je circule à 50 km/h, d'accord? Et que je découvre que à ce niveau-là, quand j'arrive à hauteur du derrière du bus, qu'il y a un piéton qui se met à traverser. Je soupçonne un petit pied là et je vois le piéton qui surgit devant. Est-ce que vous savez combien de temps à 50 km/h je vais mettre pour m'arrêter? Vous vous rappelez comment on calcule? Je prends le chiffre des dizaines et je le multiplie par lui-même. Donc j'étais à 50 km/h et je multiplie par 5. Je prends un peu de temps, c'est pour vous en conduite plus tard, hein, d'accord? Si vous n'êtes pas intéressé, vous passez, vous mettez en avance rapide, mais je vous conseille vraiment d'écouter. Donc là, à 50 km/h, je multiplie par lui-même, donc je remets le chiffre, et donc ça fait 5 x 5, 25 mètres. Est-ce que vous connaissez la longueur d'un bus? Un bus, ça fait entre 11 et 13 mètres, ça dépend des bus, d'accord? Mais on va dire 11 mètres. Ce qui veut dire que là, vous avez percuté le piéton, et vous n'avez même pas commencé à freiner d'ailleurs.
pas encore. Donc vous percutez le piéton à 50 km/h. D'accord? Donc il faut toujours ralentir à hauteur d'un bus quand vous dépassez un bus. Ça, c'est un comportement qu'il faudra avoir quand vous serez en conduite. Peut-être que vous y êtes déjà, mais quand vous serez en conduite, il faut y penser. D'accord? Donc je ralentis, oui. Réponse C. Donc là, c'était réponse B et C. Question 19. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors c'est vrai maintenant, plus sur des véhicules haut de gamme, mais on commence à en trouver sur d'autres véhicules aussi. Il y a moyen d'activer ça, c'est-à-dire que quand vous mettez votre régulateur, vous mettez la vitesse qui est à maintenir. Allez, admettons 130 km/h. Et puis, la distance de suivi aussi, vous allez l'enclencher. D'accord? Et donc, dès que le système va détecter un véhicule devant qui roule plus lentement que vous, eh bien, il va ralentir pour maintenir la distance de sécurité en priorité au lieu de l'allure. D'accord? Il va prendre la distance de sécurité en priorité. Et puis, dès que l'espace redevient libre, le véhicule va réaccélérer de nouveau pour revenir à la limitation de vitesse que vous lui aviez donnée. Donc là, c'est réponse A. Question 20. J'ai pu parcourir 10 km pour trouver une station de gonflage. Par rapport à la préconisation du conducteur, je dois diminuer la pression des pneus de 0,3 bar. Réponse A. Augmenter la pression des pneus de 0,3 bar. Réponse B. C'était une des petites questions que je vous avais dit de réviser, ceux qui font partie de la petite formation pour avoir les astuces pour progresser plus rapidement. On va voir si vous avez donc bien révisé ça. En effet, quand vous parcourez 10 km, le pneu chauffe déjà, d'accord? À partir des 3 km, le pneu va commencer à chauffer, d'accord? Encore plus si vous roulez plus vite. Donc, au bout des 3 km, il vaut mieux augmenter la pression des pneus. Donc là, c'était réponse B. Question 21. Je tiens compte principalement du marquage au sol, réponse A, du regard de la conductrice à droite, réponse B. Donc même si je sais que je suis prioritaire, on le voit avec le marquage au sol, il faut vraiment se préoccuper de savoir ce que va faire le conducteur. Surtout dans les ronds-points, il y en a qui ont tendance à se forcer un petit peu le passage, soit volontairement, ou d'autres parce qu'ils estimaient avoir le temps. On n'a pas forcément la même estimation les uns les autres, d'accord ? Donc il faut surtout se préoccuper du regard de la conductrice à droite, d'accord ? Pour s'assurer qu'elle m'ait bien vu quand même. Donc réponse B. Question 22. Mon véhicule est situé sur une voie d'accélération, réponse A, sur une voie de décélération, réponse B. Alors ici, on voit qu'on est sur des routes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. D'accord ? On nous indique qu'il y a un cédé-le-passage. On voit qu'il y a de la circulation dans le rétroviseur à l'arrière. Et puis on voit la confirmation du cédé-le-passage ici avec la route qui se rétrécit ici. Donc on est là sur une voie où ça circule très fort et très vite. Donc on n'aura jamais ni un stop ni un cédé-le-passage ici où on devra s'arrêter.
et puis s'insérer au dernier moment. Non, il va falloir lancer notre véhicule et une fois qu'on aura à peu près la même allure que les autres, là on pourra s'insérer sans gêner et sans faire ralentir la circulation pour éviter tout risque d'accident. Donc là, ça sera une voie d'accélération pour pouvoir aller à la même allure que les autres pour ensuite m'insérer. Donc réponse A. Question 23. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut voir ici qu'il y a de la neige et peut-être même du verglas. D'ailleurs, c'est annoncé, mais même s'il n'y avait pas le panneau, on peut se dire qu'il y a une possibilité de verglas ici, parce que là, la neige, elle est restée ici. Donc c'est une zone qui est certainement plus froide et plus humide. Mais ça se voit pas toujours, hein, le verglas. Et on a une limitation de 50 km/h. On roule aussi à 50 km/h, donc on peut se dire tout va bien, je respecte la limitation de vitesse. Mais là, vu le contexte, il vaut mieux quand même ralentir parce que là, il y a un risque de perte d'adhérence qui est quand même important. Donc je ralentis, oui, réponse A. Je tourne à droite, je dépasse ce cycliste immédiatement, réponse A. Après l'intersection, réponse B. Alors, c'est pareil, dans la petite formation, pour ceux qui l'ont vu, je vous ai posé la question, dans quel cas on peut se dépasser les cyclistes, et je vous avais donné quelques petits conseils par la même occasion. Donc maintenant, on va répondre à la question, est-ce que je peux, moi, si je tourne à droite, dépasser ce cycliste immédiatement? Eh bien, on évite toujours, toujours, toujours de dépasser un cycliste dans une intersection, d'accord? Sauf si on a une super bonne visibilité autour de nous, c'est-à-dire qu'on voit bien dans notre environnement. Là, c'est pas le cas parce qu'en ville, il y a tellement de choses à regarder qu'on ne peut pas anticiper ce qui se passe. Et puis, si on a aussi l'espace nécessaire pour le faire. Là, on est en ville, donc ça va être aussi compliqué de pouvoir s'écarter correctement, puisque de l'autre côté, hein, quand on va tourner, je vous dessine l'intersection. Le cycliste, il est en train de tourner, donc il est ici, d'accord? Et puis de l'autre côté, il y a le feu qui est là, hein, donc il y a une intersection qui est là. Peut-être qu'il y aura des voitures, où on ne voit pas on voit pas s'il y a une voiture pour l'instant. Mais nous, quand on va arriver d'ici, hop, il va falloir s'écarter pour faire, vous savez, en ville au minimum 1 mètre, et donc on va se retrouver bloqué avec peut-être ce qu'il y aura en face. Donc il ne faut surtout pas dépasser dans une intersection. Je vais attendre que le vélo se retrouve un peu plus loin pour voir si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le dépasser. Donc là, c'était réponse B. Question 25. Le risque d'endormissement en conduisant est plus élevé entre 13h et 15h, réponse A. Entre 18h et 20h, réponse B. Donc pareil, on va voir si vous avez trouvé la réponse, hein, ceux qui ont eu accès aux questions. Donc le risque d'endormissement en conduisant, il augmente sensiblement en début d'après-midi, c'est-à-dire entre 13h et 15h, d'accord? Et là où c'est le plus fort, mais vraiment le risque le plus important, c'est entre 3h du matin et 5h, d'accord? Donc c'est pareil, ça si vous ne le savez pas, hein, entre 13h et 15h et 3h et 5h, vous le notez sur une petite fiche, comme je vous le conseille là dans les explications, dans les petites vidéos que je vous ai fait en formation. Et puis vous le révisez régulièrement de manière à ne plus faire d'erreur là-dessus. D'accord? Alors, c'était réponse A entre 13h et 15h. Question 26. Avec ma remorque, je fais plus de 7 mètres de long. Je peux utiliser la voie de gauche pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, on observe ici que on est sur l'autoroute d'ailleurs, parce qu'il y a l'aire de Somsou qui est en bleu, donc comme c'est bleu, c'est l'autoroute. D'accord? Mais que ce soit l'autoroute ou une route à accès rapide, la règle va être la même. En fait, les véhicules qui font plus de 3,5 tonnes, d'accord? Ou les véhicules qui mesurent l'ensemble, donc ça peut être le véhicule tout seul ou un ensemble, c'est-à-dire la voiture plus la remorque ou la caravane, qui font plus de 7 mètres, d'accord? Donc tous ceux qui dépassent donc plus de 3,5 tonnes ou qui font plus de 7 mètres, d'accord, eh bien n'ont pas le droit d'utiliser la voie la plus à gauche quand il y a 3 voies, d'accord? Donc c'est s'il y a 3 voies. Eh bien, la voie la plus à gauche, dans ce cas-là, est interdite à l'utilisation. Là, il y en a 2. Donc, je peux utiliser la voie de gauche, même si mon ensemble mesure, comme c'est indiqué, plus de 7 mètres de long. Donc, c'est réponse A. Question 27. Cette conductrice est correctement installée au poste de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, je suppose que ça va être un peu piège, même si je vous ai dit de réviser l'installation au poste de conduite. Je ne sais pas si vous avez bien vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la longueur des bras semble correcte quand même, mais regardez la ceinture. Ici, là, dans cette zone-là, elle est vrillée au niveau du bassin. Et là, à ce niveau-là, c'est pareil. Là, vous voyez, la ceinture est vrillée, d'accord? Et donc là, ça va pas assurer complètement la sécurité de cette conductrice-là. La ceinture doit en fait être bien posée à plat. D'accord? Ici et là, ça doit être à plat. C'est prévu pour que ça se déforme un petit peu en fonction de la forme du corps, pour éviter par exemple d'abîmer les côtes flottantes. Et parce que si vous cassez vos côtes flottantes, vous pouvez vous perforer un organe à l'intérieur. D'accord? Donc c'est pour éviter ces fameuses lésions supplémentaires. Donc là, c'est réponse B. Question 28. Ce cadran indique la vitesse du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est une aide utile à l'éco-conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce cadran-là, ça indique bien le contour. Le contour, à quoi ça sert? Ça vous permet en fait de connaître la vitesse de rotation de votre moteur en nombre de tours par minute, d'accord? Donc là, c'est 1000 tours. Donc en fait, c'est 1000 tours. Le 1, c'est comme si vous lisiez 1000 tours par minute, d'accord? 2000 tours par minute, 3000 tours par minute. Il faut éviter que votre aiguille aille dans la zone rouge, parce que sinon, vous allez mettre en souffrance votre moteur. Alors idéalement, dans quelle zone c'est bien de circuler? Pour un moteur diesel, c'est bien de circuler entre 1500 et 2000 tours par minute, d'accord? Et pour un moteur essence, c'est bien entre 2000 et 2500 tours minute, d'accord? Donc en effet, ça aide à l'éco-conduite parce que ça m'évite d'être en sur-régime. Si je suis en sur-régime, je vais consommer plus. Donc c'est une aide. Donc réponse A et C. Question 29. Pour indiquer à l'usager en face qu'il m'éblouit, j'allume les feux de route. Oui, réponse A. Je fais 1 ou 2 appels de phare. Réponse B. Bon, on voit que celui d'en face a oublié d'enlever ses feux de route. Ça peut arriver d'oublier les feux de route, vous verrez quand vous conduirez, ça vous arrivera aussi de temps en temps. Donc ça sert à rien d'hurler et de lui mettre les feux de route pour l'éblouir à son tour, parce qu'on sera 2 éblouis, donc 2 fois plus de danger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1 ou 2 appels de phare, de manière à ce qu'ils comprennent
Ça allume les appels de phare, c'est j'allume, j'éteins, d'accord? Et comme ça ne lui laisse pas le temps d'être ébloui en face, mais ça lui permet de comprendre qu'il faut qu'il repasse en feu de croisement. Donc là, c'était réponse B. Question 30. Les feux de croisement sont visibles à 30 mètres minimum, réponse A. Éclair à 30 mètres minimum, réponse B. Alors ça, c'est à savoir par cœur. Les feux de croisement doivent éclairer à 30 mètres minimum, d'accord? Je vous mets la réglementation là, comme ça vous faites pause si vous ne savez pas, et vous vous faites des petites fiches à réviser comme je vous l'explique dans la petite formation, à réviser, comme ça vous ne ferez plus d'erreur là-dessus. Donc c'était réponse B. Question 31. Sur une autoroute à 3 voies, l'interdiction aux poids lourds de circuler sur la voie la plus à gauche permet de fluidifier le trafic. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en effet, ça permet de fluidifier le trafic. Pourquoi? Parce que si la voie de gauche, c'est pour les véhicules qui vont un peu plus vite. Si les poids lourds utilisent la voie la plus à gauche, en règle générale, ils roulent moins vite, d'accord? Donc, ils vont provoquer un ralentissement et donc un risque d'accident. Donc, c'est pas uniquement pour fluidifier le trafic, mais c'est pour aussi éviter les risques d'accident, d'accord? Alors, ils ont fait, c'est génial, en Allemagne, ils ont fait aussi, par exemple, les poids lourds n'ont pas le droit carrément de dépasser, donc utiliser même la deuxième voie. Mais attention, c'est qu'en Allemagne, pendant les heures de pointe. Donc, il y a des horaires où ils n'ont pas le droit d'utiliser la voie la plus à gauche. Donc soit c'est un panneau fixe qui l'annonce, soit, vous savez, c'est les panneaux à enseigne lumineuse là, qui signalent attention, interdiction de dépasser pour les poids lourds de telle heure à telle heure. Et donc comme ça permet de fluidifier au mieux la circulation. Ça serait un bon exemple à prendre, je pense, pour nous en France, mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Donc là, c'était réponse A. Question 32. Je dois faciliter l'insertion de cette voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que je dois faciliter l'insertion de cette voiture-là? Est-ce que je dois lui laisser le passage? Non. N'oubliez pas, je remplace ce mot-là, là. Je dois par je suis obligé de. Elle n'est pas prioritaire, elle est sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc vous avez vu, elle a mis son clignotant à gauche, mais je n'ai pas à la laisser passer, je n'ai pas d'obligation par rapport à ça. Ensuite, est-ce que je change de voie? Oui. Vous vous rappelez, on avait vu dans les vidéos précédentes aussi, dans les tests précédents, donc là ça fait une petite révision pour vous, c'est le fameux corridor de sécurité. À partir du moment où j'ai un véhicule qui circule très lentement sur la droite comme ça, ou qui est arrêté, c'est le cas, je dois, moi, m'écarter si c'est possible. Soit le long des pointillés parce qu'on me dépasse et que c'est pas possible, soit si je peux changer de voie, je change de voie. Là, personne ne me dépasse, donc en effet, je peux ici carrément m'écarter et changer de voie. D'accord? Donc c'est la fameuse règle du corridor de sécurité. Donc, si vous ne l'avez pas vu, refaites les séries précédentes. D'ailleurs, je vous incite à refaire toutes les séries que je vous propose. N'ayez pas peur de les faire toutes, celles qui ne seront pas un jour, si un jour la réglementation change, je les enlève, ces questions-là, d'accord? Donc j'enlèverai les séries qui ne sont plus à jour. Donc vous pouvez toutes les faire, il n'y a aucun problème. Il suffit donc d'aller sur ma page YouTube, et puis vous avez accès à toutes les vidéos que je propose, d'accord? N'hésitez pas à toutes les faire. Donc là, est-ce que je dois faciliter?
Non. Réponse B. Est-ce que je change de voie? Oui. Réponse C. Question 33. Le chauffeur de ce camion peut me voir? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, si on revient en arrière, on peut s'apercevoir que ici ni là, jamais une seule fois on voit ses rétroviseurs. Donc, si on ne voit pas ses rétroviseurs, eh bien, lui non plus ne verra pas notre véhicule, d'accord? Parce qu'il le voit que par le biais des rétroviseurs, d'accord? Ça veut dire que là, en fait, je suis trop près, hein, finalement, par rapport à ce véhicule-là. Je dois prendre plus de distance pour qu'il puisse me voir un peu mieux que ça. Donc, le chauffeur de ce camion peut me voir? Non. Réponse B. Question 34. Le premier acte sur les lieux d'un accident est d'alerter les secours, réponse A, de protéger les lieux, réponse B, de secourir les blessés, réponse C. Donc la première chose à faire quand on arrive sur les lieux, c'est de protéger. D'accord? Donc on sécurise les lieux pour éviter qu'il y ait un nouvel accident, donc un suraccident. Donc qu'est-ce qu'on fait? On allume les feux de détresse, on met le gilet de sécurité, on met le triangle de présignalisation, vous vous rappelez, à 30 mètres hein, au moins de l'accident. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais évaluer l'état général des victimes pour pouvoir alerter. D'accord? Donc je dois d'abord évaluer, voir tout ce qu'il y a. Donc je dois faire le point, voir le nombre de victimes, l'âge des victimes, parce que si c'est un bébé par exemple, on ne fera pas les mêmes choses et il ne faut pas le même matériel. Si c'est un homme ou une femme ou une personne âgée, le type de blessure, si c'est au crâne, si c'est un saignement, si c'est une hémorragie, et puis aussi essayer de voir si la personne est consciente pour évaluer la gravité des blessures. Donc une fois que j'ai protégé, que j'ai observé l'état des victimes pour appeler, pour alerter, je vais ensuite pouvoir secourir, d'accord? Et ça doit se faire vraiment dans cet ordre-là. Donc le PAS, c'est un moyen mémotechnique de retenir. PAS, P-A-S, protéger, alerter, secourir. Donc la première chose à faire, c'est de protéger les lieux. Réponse B. Question 35. Je voyage avec un enfant de 9 ans pour éviter qu'il s'ennuie. Je l'installe à l'avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc la limite d'âge pour pouvoir s'installer à l'avant d'un véhicule, c'est 10 ans, d'accord? Vous n'avez pas le droit de les installer à l'avant, même s'ils s'ennuient, d'accord? C'est pour leur sécurité, ils n'ont pas le droit d'aller à l'avant. Il y a une exception de fait, c'est que si votre véhicule, par exemple, c'est un véhicule commercial et que vous n'avez pas de siège à l'arrière, pas de banquette à l'arrière, ou vous êtes dans une camionnette et qu'il n'y a pas de banquette non plus à l'arrière, dans ce cas-là, exceptionnellement, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes autorisé à l'installer à l'avant. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Question 36. Je peux m'engager après ce panneau si je tracte une caravane dont le poids total roulant autorisé est de 100 kg. Réponse A. 200 kg. Réponse B. 300 kg. Réponse C. 400 kg. Réponse D. Alors, est-ce que vous avez bien révisé ce panneau, ceux qui ont eu les questions? Là, ce panneau-là, ça, c'est interdit pour ceux qui tractent une caravane ou une remorque, hein, c'est pareil, hein,
de plus de 250 kg. Si vous ne savez pas, vous faites une petite fiche. Allez, donc là, c'était réponse A et B. Je vous explique pourquoi. Parce que là, c'est tous ceux qui sont au-dessus de 250 kg n'ont pas le droit d'y accéder. Donc moi, comme si j'ai une remorque de 100 kg, bah, j'ai le droit, je suis en dessous de 250. Et si j'ai une remorque de 200 kg, bah, j'ai le droit aussi parce que je suis en dessous de 250 kg, la limite, en dessous de la limite. Donc réponse A et B. Question 37. Ayant des problèmes cardiaques, je peux passer mon permis de conduire sans examen médical. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a certaines pathologies qui sont interdites à la conduite, donc je vous en rappelle quelques-unes rapidement. Il y a les troubles de l'équilibre, le problème cardiaque, le diabète, ceux qui ont des gros problèmes de vue aussi. Donc ces gens-là n'ont le droit de passer le permis de conduire et oui de conduire plus tard que s'ils passent une visite médicale qui est agréée par la préfecture, d'accord? Et là, ils vous donneront une autorisation pour conduire ou pas. Ou si tu peux conduire, bah, savoir si tu peux conduire temporairement ou définitivement. D'accord? Si c'est temporairement, il faudra régulièrement repasser une visite médicale pour pouvoir valider de nouveau le permis de conduire. Donc là, c'était réponse B. Question 38. Par rapport à un moteur chaud, un moteur froid consomme beaucoup moins, réponse A, autant, réponse B, beaucoup plus, réponse C. Alors, un moteur froid, ça consomme beaucoup plus dans les premiers kilomètres. C'est encore pire en hiver parce qu'il mettra plus de temps à se réchauffer. D'accord? Donc, c'est surtout pas écologique de faire 500 mètres pour aller acheter une baguette de pain, par exemple. Vous allez consommer 2 fois plus pour aller chercher votre baguette de pain. Allez-y à pied, c'est bon pour la santé en plus. Donc, évitez de prendre la voiture pour des tout petits trajets. Réponse C. Question 39. La pédale d'embrayage est la pédale A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. Alors, la pédale d'embrayage, c'est la pédale de gauche. La pédale de frein, c'est celle-ci. Et là, c'est la pédale d'accélérateur. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas commencé la conduite encore. Ça vous permettra de gagner un petit peu de temps pour plus tard. La pédale de frein et la pédale d'accélérateur, on la prend avec le pied droit. D'accord? Donc, on a le pied droit qui est ici. Hop. Voilà. Et ensuite, bah, on va l'incliner. On va lâcher le frein pour accélérer. Pourquoi? Parce qu'on va soit freiner, soit accélérer. On ne peut pas freiner et accélérer en même temps. C'est pas possible. Donc le pied droit, c'est soit le frein, soit l'accélérateur. Frein, accélérateur. Ensuite, le pied gauche, je vais l'utiliser pour l'embrayage. Donc là, je vais utiliser mon pied gauche, d'accord? Voilà. Et puis, si je n'ai pas besoin de mon pied gauche, je vais le basculer ici, là, ici. Donc il y a toujours de quoi poser au niveau du passage de roue, il y a toujours de quoi poser votre pied à gauche. Donc lui, il ne s'occupe que d'une seule pédale. D'accord? Donc là, la pédale d'embrayage, c'était la pédale de gauche. Ensuite, la question 40. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. La première station-service se situe à une distance de 300 mètres. Réponse C. 27 km. Réponse D.
Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit like pour si vous avez aimé la vidéo, parce que je passe beaucoup de temps pour vous les faire. N'hésitez pas aussi non plus à vous abonner et activer la petite cloche aussi lorsque vous abonnez. Je vous souhaite une bonne révision. Travaillez bien avec les fiches comme je vous le conseille, d'accord? Un petit peu tous les jours. Ça sert à rien de faire 500 000 vidéos, mais faites-les bien, d'accord? Et donc n'hésitez pas à revenir sur toutes les vidéos que je vous ai faites précédemment. Elles sont toujours à jour. Vous avez aussi des vidéos sur les thèmes de stationnement, sur les thèmes de règles de priorité de passage, sur les priorités ponctuelles. Si vous avez du mal à tout ça, faites-les. Je vous le conseille vraiment. Alors, la question 40. Je circule sur une autoroute. Oui, pourquoi? Parce que là, c'est une aire de repos. D'accord? Et une aire de repos, quand le panneau est bleu, c'est qu'on est sur l'autoroute. Ça, c'est systématique. Aire de repos en bleu, autoroute. Donc là, vous n'avez aucun doute à avoir là-dessus. Donc ça, c'était réponse A. Ensuite, la première station-service se situe à une distance de 300 mètres ou 27 km. Alors, on nous dit que l'aire de repos de Nîmes-Marguerite se situe dans 300 mètres. D'accord? Dans 300 mètres, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une station-service, une cafétéria, et puis les produits régionaux. Donc tout ça, c'est dans 300 mètres. Ici, vous avez des indications sur quand est-ce que sera les prochains. D'accord? Donc par exemple, là, vous savez que la prochaine station-service, si vous ne prenez pas celle qui est dans 300 mètres, sera dans 27 km, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'était réponse A et C.